Jean-Michel Villemotte, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir. Mhm. Merci de nous recevoir, de me recevoir dans votre cabinet. Merci de prendre du temps pour discuter architecture et philosophie. Je voudrais tout d'abord commencer par une citation d'un écrivain, philosophe moraliste, mais qu'affronte Candide. Et voilà ce qu'il dit, on lui demandait de se présenter, voilà quelle fut sa réponse. Je ne peux pas me vanter de tout ce que j'ai inventé, je ne suis qu'un maçon, c'est Dieu l'architecte. Jean-Michel Villemotte, et vous, qui êtes-vous? Enfin, cette phrase, elle me va bien en tout cas, elle me plaît beaucoup. Moi, ce que je suis, écoutez, très jeune, j'ai été attiré par les métiers de la construction, les métiers de la réalisation, les métiers qui allient à la fois le rêve, la réalité et donc la construction. Donc c'est quelque chose qui m'a intéressé à tous les niveaux. Quand j'étais très jeune, j'adorais fabriquer, inventer, fabriquer des objets, fabriquer des morceaux d'architecture, des morceaux de meubles, même à l'âge de 15 ans. Et puis très très vite, j'ai eu la chance de côtoyer des professionnels et j'ai tout de suite compris que c'était ce que j'avais envie de faire. Vous avez côtoyé des professionnels, ce que vous avez envie de faire. Est-ce que en quelques lignes, vous pouvez nous retracer très rapidement votre carrière, votre immense carrière? Écoutez, pour l'instant, je débute, hein, quand même, il faut savoir. Euh, pour retracer, je dirais que donc de l'âge de 15-16 ans, j'avais envie de faire ce métier et je ne savais pas si c'était construire d'une façon définitive, éphémère, mais j'avais envie de construire. Et à un moment, je me suis dit, finalement, ce qui m'intéresserait, c'est de faire des décors pour des films ou pour du théâtre, ou des décors, mais D'accord. travailler dans l'éphémère. J'avais envie de travailler dans l'éphémère, mais construire des choses importantes pour l'éphémère. Et puis petit à petit, il faut se dire que c'était en 68, il y avait beaucoup d'écoles fermées. C'est très difficile de prendre une orientation très précise. Et j'ai commencé par faire une école d'architecture en Belgique, parce que là-bas, les cours étaient maintenus. Donc, ce qui, ce qui m'a permis tout de suite d'être au contact avec, évidemment, c'était une très bonne école qui s'appelle Saint-Luc. Et j'étais tout de suite au contact avec les réalités, parce que les profs, les enseignants étaient tous des gens de métier, des gens qui, en dehors de l'enseignement, la plupart d'entre eux, réalisaient, avaient leur propre cabinet, avaient leur propre structure de travail. Et puis, bon, très très vite après, j'ai pensé qu'il fallait venir à Paris parce que c'était pas en Belgique que j'aurais pu développer suffisamment mes envies. Et je suis arrivé à Paris où j'ai commencé une école qui s'appelle l'école Camando, dans laquelle je suis rentré tout de suite en deuxième année. J'y ai fait 4 ans. Et en sortant de cette école, j'ai commencé à monter un cabinet avec des amis. Et il se trouve en réalité que dans ce cabinet, j'avais hésité entre faire vraiment ou de l'architecture intérieure ou de l'architecture, et j'étais très intéressé par l'éphémère. Et j'ai réfléchi pas mal sur travailler avec des agences de communication. J'ai essayé de. Bon, puis ça n'a pas donné ce que je souhaitais. Et très vite, ben, j'ai ouvert un cabinet avec une personne, deux personnes, trois personnes. C'est venu petit à petit, si vous voulez. Et j'ai fait beaucoup d'architecture intérieure, mais surtout je me suis fait connaître par le design, c'est-à-dire que j'adorais dessiner des meubles, et ces meubles, je les faisais réalité très vite. Ce que j'adorais, si vous voulez, dans l'architecture intérieure, par rapport même à l'architecture, c'est que je pouvais avoir une idée euh, au début du mois, et à la moitié, 15 jours après, je pouvais avoir le meuble, la table, la chaise que j'avais dessinée, je la voyais en réalité. J'adorais de passer tout de suite au concret. Je pouvais m'asseoir avec, je pouvais la toucher, la retourner, la faire évoluer, etc. Et puis, je suis passé assez rapidement à bon, des grands chantiers d'architecture intérieure. Et puis,
très vite, on m'a demandé de faire de l'architecture. Et ça, c'était dans les années 80-85. On m'a demandé on m'a proposé des chantiers au Japon. Et il se trouve que donc je me suis installé au Japon, où les commandes qui m'étaient faites étaient des commandes sur l'architecture. Donc j'ai commencé à dessiner des bâtiments à ce moment-là. Pendant 8-9 ans, je suis resté au Japon. Et puis la société a été interrompue à cause du tremblement de Kobe. Donc après, j'ai arrêté le bureau au Japon, mais je suis revenu en France et j'avais construit beaucoup de choses. Et là, des confrères, des amis m'ont dit qu'il fallait absolument que je passe cette équivalence pour passer à l'architecture et de pouvoir exercer officiellement le métier d'architecte. Ce que j'ai fait, qui était à la fois impressionnant, difficile, mais une grande joie en même temps, de présenter. J'avais 2 heures pour présenter mon travail avec j'avais une quinzaine de confrères d'architectes qui posaient des questions. C'était un dossier bien préparé. Et j'ai eu le droit d'exercer l'architecture d'une façon officielle en France. Et j'ai véritablement ouvert mon cabinet en 93. D'accord. Voilà. Un très grand et très beau parcours. Et donc, alors là, on était 5, 6, 7, une petite équipe. Et maintenant, vous êtes... Et puis ça a évolué, quand l'informatique est arrivée, je me suis posé la question, parce que j'étais très, très attiré par le dessin, par le fait de dessiner à la main sur du calque, etc. Et je me suis vraiment posé la question. Maintenant, ça paraît surréaliste, mais je me suis posé la question en me disant, mais qu'est-ce que je fais? Je passe à l'informatique avec des choses qui vont se matérialiser d'une façon identique pour tout le monde, ou est-ce que je garde la patte de l'écriture, du toucher du crayon sur le calque, de la signature, le contact avec le papier, et du cerveau à la main et au papier, quoi. C'était intéressant. Puis donc j'ai pris cette option de dire oui, allez, on passe à l'informatique. Et aujourd'hui, on doit avoir 300 postes informatiques. Félicitations. 2 écrans par personne. Les derniers logiciels, dès qu'ils sortent, on nous les propose. Enfin, D'accord. Et puis avec une agence qui s'est développée dans plusieurs pays, beaucoup de pays. Mais c'est venu par étapes, et ça a été une espèce de montée très douce, comme ça. Si vous voulez, on est passé de 5 à 280 personnes d'une façon très douce, comme ça. La réputation, les connexions, les savoir-faire, les rencontres successives qui ont enrichi les croisements. Et, bon, puis la passion aussi, la passion des hommes et des femmes qui travaillent avec moi, si vous voulez, le casting, si vous voulez, c'est la clé d'une entreprise. Parce que bon, j'ai la chance d'avoir des racines d'artiste, mais en même temps, j'ai un sens de l'entreprise. Alors, en parlant d'artiste, vous me faites penser à Aristote. Ah oui. Ah oui, parce qu'Aristote définit l'architecte de la manière suivante. Il dit que l'architecture, il dit que c'est un art, une certaine disposition à produire, accompagnée de règles. Alors ma question était la suivante, mais vous venez d'y répondre. Vous considérez-vous comme un artiste? Êtes-vous un artiste? Oui, parce que j'ai un esprit qui est structuré et qui n'est pas tout de suite rationnel. Quand on réfléchit à quelque chose, c'est des enchaînements d'idées, c'est des idées qui se superposent, qui se catapultent, c'est toute une culture visuelle qui s'ouvre avec et puis l'air du temps, ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce qu'on regarde, les spectacles où l'on va, etc. C'est tout ça la culture. La culture, c'est de marcher 3 heures dans la rue en regardant comment sont dessinés les balcons des fenêtres, les portes cochères, tout ce qu'il y a dans la rue. Il faut lever la tête, il faut regarder. C'est la plus belle histoire de l'architecture, on l'a en traversant une ville. Mais alors, le lien entre la philosophie et l'architecture,
La philosophie, l'étymologie, c'est l'amour de la sagesse, c'est-à-dire du vrai, du beau, du bien. L'architecture, c'est l'amour de quoi? Mais moi, je dirais notre philosophie à nous, parce que Oui, je ne travaille pas tout seul, on est toute une équipe. Notre philosophie, j'allais dire, c'est presque une écriture. Vous voyez, c'est un mode d'expression, c'est notre ADN, c'est notre philosophie, c'est ça. C'est aussi une façon de regarder les choses, de parler aux gens, de les écouter. Ma philosophie, je peux dire, c'est le moment où je peux créer le plus, c'est quand j'écoute les autres. vous écoutez les autres. Et vous écoutez les autres. Est-ce qu'un architecte écoute la nature? Oh bah, la nature, ça fait partie des autres, oui, bien sûr, oui, on écoute. Mais non, quand je Mais, dis écoute les autres, nous, quand on crée, quand on écoute quelqu'un, cette personne, elle vous dit, ah, je voudrais un bureau comme ça, et ma maison comme ça. Et cette personne vous explique d'une façon maladroite ce qu'elle souhaite, et donc c'est à vous de comprendre. Et c'est dans ces mots maladroits successifs que cette personne va vous donner, c'est à vous de le traduire et d'en extirper les oui, clés. Et avec ces clés-là, vous allez pouvoir faire quelque chose qui va lui aller. d'accord. Et Oui. si vous voulez, je suis certain qu'une conversation avec une personne qui veut me confier un chantier, c'est dans les 10 minutes de la rencontre, je sais, si on se concentre, il faut se concentrer très très fortement, on comprend le, là, il y a une carte perforée qui nous est donnée en disant voilà le programme, c'est ça. Et D'accord. ça, c'est très intéressant. Et alors, pour revenir à la philosophie, à la sagesse, c'est aussi le recul, c'est la bienveillance, je Mhm. pourrais dire. La Oui, bienveillance, c'est très très important. On fait pas, c'est aussi de la générosité. Parce quand on fait un projet, c'est pour quelqu'un, c'est pas pour soi. J'ai souvent des confrères beaucoup de gens font des projets pour eux presque, et puis après le client, bon, bah, c'est un alibi, et puis c'est pour paraître dans les, dans la presse. Moi, je fais des chantiers pour mes clients. oui. Ça, c'est très important. Mais alors, est-ce que le fait de faire pour vos clients, vos chantiers, vous réalisez, vous construisez, est-ce qu'à travers les constructions que vous réalisez, vous vous construisez vous-même? Autrement dit, On s'en- devenir pour agir est un cercle eh ben, anthropologique, que vous apprenez à vous connaître à travers vos constructions. on s'enrichit, bien sûr, on s'enrichit. Chaque construction nous apporte une somme d'informations, de règles, d'images qui enrichissent et qui sont prêtes pour le chantier suivant. C'est ça. C'est ça qui est passionnant, hein. C'est un enrichissement perpétuel. Et, et je vous dis, cette sagesse dont vous parlez, c'est l'écoute, c'est aussi la traduction des éléments. C'est agréable d'essayer de comprendre ce qu'a besoin quelqu'un, ce qu'a besoin une famille, ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils aiment. Et c'est là qu'il faut être. Il faut aussi les amener à s'exprimer. C'est ça, mais alors les comprendre ne veut pas dire se mettre à la place d'eux. Est-ce que vous vous mettez à la place de vos clients pour les comprendre finalement, pour réaliser leurs attentes? Ça se peut, oui, ça se peut. Oui, Ça peut arriver de se mettre à leur place, comprendre pourquoi ils ont choisi tel matériau. Ils ont eu des raisons très particulières, peut-être parce qu'ils en rejettent d'autres, parce qu'ils ont envie de ça, ils ont envie de chaleur, de frais, de froid, de chaud, c'est ça. il faut se mettre à la place des gens. Et encore une fois, moi je travaille pour eux et pas pour moi. D'accord. Et après, c'est à nous de nous adapter en fonction des goûts et des clés. Parce que c'est des clés qui nous donnent en très peu de temps quand vous rencontrez quelqu'un. C'est avec ces clés faire quelque chose qui leur aille, mais qui nous plaise en même temps, qui soit en accord avec notre philosophie. Oui, c'est ça. Sinon, ça ne marche pas. Donc la philosophie finalement, elle est partout. Vous voyez, c'est ça Ah oui, elle est qui est partout. extraordinaire. Alors je Je lisais. vais vous raconter une histoire au sujet de la Oui, je vous en philosophie. prie. Euh, quand j'ai passé mon bac, j'avais un copain qui était en philo, qui me donnait des conseils. Et il m'a dit, en philo, c'est très simple. La philo, c'est la matière la plus simple. Il suffit des 2-3 clés, et avec ça, tu peux tout dire, tout expliquer. Et à l'époque, il m'a dit, bon, si tu expliques par le langage, par exemple, dans la philosophie, le langage, avec ça, tu peux répondre à n'importe quelle question philosophique.
Et on avait des discussions comme ça, passionnantes, et c'est parce que moi j'étais en première et lui était en terminale. Et parfois on traversait Paris, comme ça on faisait des dizaines de kilomètres, et il me racontait toutes ces histoires, et c'était passionnant, vraiment. C'est extraordinaire. Je suis heureux que vous disiez cela parce qu'il y a des milliers de jeunes et d'étudiants qui nous écoutent, donc beaucoup de terminales. Et quand vous dites que la philosophie finalement ouvre et c'est une clé pour beaucoup de portes, les amis, écoutez notre ami Jean-Michel Wilmotte, le grand sage. Je voudrais, j'ai lu il y a quelques semaines une interview que vous aviez donnée à l'Obs. Mhm. Et voilà ce que disait l'Obs à votre égard. Je le cite, hein, Jean-Michel Wilmotte est un architecte qui construit, transforme et met en scène avec sensibilité, élégance et générosité. Je trouvais C'est gentil. ces adjectifs. C'est gentil et c'est vrai alors. Et oui, oui. Et alors, vous êtes le spécialiste des formes, de l'espace, du lieu. Ma question est la suivante. Qui fait exister le bâtiment? C'est-à-dire, est-ce votre esprit? Est-ce le lieu? Finalement, quelle est cette construction? Quel est le fondement de la construction? Le lieu, c'est évident, et le programme. Oui, Le programme, il nous est donné par le futur occupant, oui, et puis le lieu détermine, il détermine le futur espace. oui, Et finalement, c'est là qu'on doit faire une synthèse entre les besoins des personnes ou des familles ou des entreprises qui vont arriver dans un lieu et le lieu dont le terrain qu'on vous donne ou l'espace qu'il faut réhabiliter. Ou ça dépend. Ça dépend aussi dans quel pays il est, comment il est orienté, au nord, au sud. Moi, il y a un truc qui m'a toujours fasciné. J'ai beaucoup travaillé au Japon et je travaille maintenant en Corée. En Corée, quand on construit, au Japon, quand on construit, on analyse les terrains, les sols. On regarde s'il y a des cours d'eau qui passent. On regarde l'orientation. Ah Il y a toute cette notion de feng shui qu'on a dans les pays asiatiques, c'est passionnant. Tout ce que nous on appelle en France le tellurique, et ça c'est quelque chose de passionnant. Et très souvent, nous on fait peut-être du tellurique sans le savoir, parce qu'on a du bon sens. Le bon sens c'est quelque chose qui est très important. Il y a, tout le monde ne travaille pas avec cette notion de bon sens. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Comment définissez-vous ce concept? Vous me faites penser à Descartes qui dit le bon sens est la chose au monde la mieux partagée. Le bon sens, comment l'expliquez-vous? Comment avoir du bon sens? Le bon sens, je crois qu'il se fabrique. Il n'est pas. Je pense qu'il est aussi dans la générosité. Le bon sens, on l'a quand on a envie d'aller dans l'esprit de notre client. Oui. Et le bon sens, il est dans l'écoute dont je parlais tout à l'heure, et puis dans des... J'allais pas dire dans des évidences, parce que rien n'est jamais évident, mais le bon sens, c'est l'analyse des situations, Oui. et puis des réponses qui y sont appropriées. C'est ça qui est passionnant. Oui, c'est ça. Et tout le monde, en tout cas, le bon sens s'en développe, peut-être par l'éducation, peut-être par finalement les expériences de chacun et les rencontres. Bon sens, bien sûr, et il est généré par la bienveillance. La bienveillance. Oui, il est magnifique ce mot veiller sur le bien de l'autre, je trouve ça extraordinaire. C'est formidable comme. Oui. Alors je ne peux pas faire cette interview entre l'architecture et la philosophie sans évoquer notre grand philosophe Heidegger. Heidegger qui, en 1951, a prononcé une immense conférence intitulée « Bâtir, habiter, penser ». Alors, avant d'approfondir notre ami Heidegger, je voudrais que vous réagissiez sur ces trois mots. Êtes-vous d'accord avec Heidegger dans la logique de ces mots? Tout d'abord, bâtir, après habiter et penser. Ne faut-il pas finalement... mieux penser avant. C'est ça, c'est ça. Autrement dit, dans quel ordre mettriez-vous ces mots? On commence par penser, après on bâtit, oui. Et après on... Et après on habite. On finit par habiter. Heidegger, ça m'a toujours impressionné quand j'étais étudiant, encore une fois. Heidegger, pour moi, c'était l'Umwelt. Oui. L'Umwelt, c'est-à-dire que c'était l'appartenance à la terre, c'était le pied sur la terre. C'est ça. Si vous voulez, ça, c'était très très important. Oui. C'était l'appartenance à notre sol. Oui.
Mais alors, est-ce que vous vous définissez comme heideggerien lorsqu'il il définit le concept d'habiter? Et voilà, je le cite, et après, je vous invite vraiment à réfléchir dessus, en tout cas à nous proposer votre réflexion. Mais voilà ce que dit Heidegger, il dit: habiter, ce n'est pas seulement s'approprier un lieu, mais c'est être au monde, s'ouvrir au monde, nouer une relation étroite avec lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette Oui, définition tout d'habiter? à fait, tout à fait. Et on pourrait aussi extrapoler sur l'adaptation au site et tout ce qui est contextuel. C'est-à-dire? Parce que le contextuel, si on n'habite pas de la même façon au nord, au sud, on n'a pas les mêmes ouvertures dans les bâtisses au nord, au sud, on a des toitures au nord, on a des terrasses au sud, et puis et aussi de l'orientation de ces bâtiments, c'est une des choses la plus importante. Moi, je pense, j'ai une idée fixe, c'est si je fais une maison, je pense qu'on ne peut pas ne pas se lever à l'est. Il faut qu'on se lève en même temps que le soleil. C'est-à-dire que quand on ouvre les fenêtres de sa salle de bain, il faut qu'il soit inondé de soleil. Et que le soir, on soit au coucher du soleil, ou dans sa salle à manger, ou dans son salon, ou dans sa chambre. Et ça, c'est un axe qui parfois me bloque complètement. Il y a des maisons, quand il faut faire à la fois cohabiter les vues, l'orientation et la fonctionnalité, ça devient très très difficile. Mais Oui. c'est ça qui est passionnant. Et c'est là que l'esprit doit tourner et doit devenir créatif. Si vous voulez. Mais le contextuel, c'est pour moi quelque chose de très 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 important. On ne construit pas n'importe quoi, n'importe où. Je pense qu'il faut que parfois il y ait une touche de caméléon qui s'inspire de ce qu'il trouve. Moi, parfois, je suis convoqué par un maire. J'arrive à la gare ou à l'aéroport. De l'aéroport à la mairie, je regarde tout ce que je vois. J'essaie d'emmagasiner le maximum de choses. Et alors après, il me parle de sa ville, et je peux lui en parler. Après, il me parle des matériaux de sa ville. Il me dit, mais comment vous construisez ici? Qu'est-ce que vous feriez? Vous voyez? Et si vous voulez, là, on est comme une véritable éponge. Il faut que l'espace entre, je vous dis, l'endroit où on est arrivé dans la ville et la mairie où on le rencontre, il faut tout absorber. Tout de suite, on est... Et ça, c'est quelque chose que j'adore et c'est passionnant, si vous voulez. Oui, c'est ça. Et c'est quelque chose de très, très fatigant parce qu'il faut tellement de concentration. Il faut que les yeux soient partout en même temps. Ça, c'est ça, mais alors comment penser l'espace par cette observation et cette appropriation de la nature? Parce qu'il faut quand même, il faut s'approprier la nature. Vous dites, en fait, vous êtes un très grand observateur, mais comment penser cet espace, ce lieu, et je dirais cette lumière? Parce que vous êtes, je dirais, l'architecte de la lumière, je pense. Il faut simplement y mettre maintenant du bon sens, c'est-à-dire organiser la vie à l'intérieur d'un espace en fonction de l'évolution de la lumière et des vues du site, etc. C'est ça qui est passionnant. Quand vous arrivez sur un terrain et que vous mettez une maison, vous pouvez styliser la maison par un rectangle et tout de suite vous mettez, voilà, le nord est là. Alors en fonction de ça, l'est est là, l'ouest est là, le sud est là. En fonction de ça, vous composez votre maison. Oui. Donc il faut la reculer si vous voulez avoir plus de vue vers le sud, etc. Et quelle est la place de la lumière? Parce que voilà, le XVIIIe siècle, grand courant des Lumières. Quelle est la place de la lumière dans votre conception architecturale? Et comment la définissez-vous, la lumière artificielle, la lumière naturelle, c'est de faire rentrer l'extérieur à l'intérieur. Donc il faut ouvrir. C'est pas toujours très facile parce qu'il y a aussi des normes d'urbanisme. Il y a aussi des normes de construction, des normes des rapports entre le plein et le vide et les problèmes écologiques, si vous voulez. Bon, ça c'est la première chose. Et sinon, la lumière artificielle peut être magique. Et si vous voulez, n'importe quel espace, s'il est bien éclairé, peut devenir magique. Le plus laid qu'il soit, s'il vous l'éclairez bien, ça peut être exceptionnel. Ah oui. Je me rappellerai un petit détail. Oui, je vous en prie. J'ai fait un jour, j'ai fait quelques décors de ballet. Et un jour, je venais d'arriver à Moscou, je faisais un décor de la Dame de Pique au Bolchoï. Oui. J'arrive dans la salle qui n'était pas éclairée, je vois les décors. Ils avaient réutilisé des toiles
au moins pour la 15e fois, il peignait les décors sur les mêmes toiles tout le temps, tout le temps. J'arrive, c'était granuleux, c'était plein de défauts, j'étais complètement dépité. Complètement dépité. Et puis le spectacle démarre, ils déroulent les décors, ils mettent la lumière, et c'était sublissime. Parce que justement, la matière donne une réalité au décor, tout c'était fantastique, fantastique, fantastique. Ah oui, vraiment une transformation. Vous expliquer que la lumière peut magnifier n'importe quel espace. Oui, c'est ça. Mais alors, faut-il encore être lumineux d'esprit, si je puis dire, pour... Je sais pas, non, mais quand vous y croyez, alors après, puis si on n'est pas lumineux d'esprit, on trouve des gens qui sont lumineux d'esprit pour le faire. Oui, tout à fait. Est-ce que, à votre avis, Jean-Michel Wilmotte, à votre avis, l'architecture a-t-elle une dimension métaphysique? C'est-à-dire, est-ce qu'elle nous élève? Est-ce qu'elle... Oui, j'en suis sûr, oui. Mais parfois, si vous voulez, il y a une sorte d'alignement des étoiles. Quand une maison est bien réalisée, bien orientée, confortable, et que les gens s'y sentent heureux, c'est fantastique. Si vous voulez, la joie qui peut se dégager d'un espace que vous offrez à des personnes, à des gens qui vont travailler. Oui. Il n'y a rien de plus extraordinaire que de terminer le bureau puis de voir les gens rentrer. Moi, un de mes plus beaux souvenirs, c'est j'avais fait une école maternelle en banlieue parisienne, et le jour de la rentrée d'école, je me suis mis dans un petit coin derrière un arbre, et j'ai vu les enfants courir et rentrer dans leur classe, ressortir, et tout vient voir, tout ça, je voyais ça, j'ai vu ça. Ça a été un moment exceptionnel. C'est ça, là. Vous voyez, le bonheur de voir, vous avez fait quelque chose, vous l'avez pensé avec de la logique, avec la bonne orientation, la bonne lumière, les beaux espaces, l'espace, si vous voulez, la couleur aussi pour les enfants, tout ça. Et quand ils sont rentrés dans cette école, c'était un moment merveilleux, vraiment. Oui, mais et alors pour vous, est-ce que vraiment est-ce que le grand architecte que vous êtes, par vos constructions, finalement, cette dimension métaphysique, vous vous rapprochez de Dieu? Je ne sais pas si vous y croyez ou pas, mais est-ce que finalement, vous n'êtes pas au service du grand architecte? Alors ça devient... C'est de la haute philosophie, là, maintenant. Vous êtes en train de m'emmener... On va bientôt redescendre, parce que malheureusement, l'interview va se terminer. Il y a des moments qui sont des moments, j'allais dire, bénis, où tout marche. Quand je vous dis l'alignement des étoiles, il y a des moments bénis parfois de l'espace. D'ailleurs, parfois des visites de chantier, vous découvrez des espaces tels que vous les avez imaginés, et quand vous les voyez en 3 dimensions, c'est fantastique. Et je pense qu'il y a une certaine hauteur. Il y a une harmonie. Ouais. Mais même, on peut le dire aussi si je dessinais un espace religieux aussi. Quand on a fait la cathédrale orthodoxe à Paris, il y a eu quelque chose d'une espèce de magie, si vous voulez, quand même. Ça, oui. Une magie de la ferveur. Et d'ailleurs, quand vous regardez, il n'y a pas longtemps, je visitais la cathédrale de Strasbourg, quand vous visitez certaines cathédrales, c'est évident qu'il y a quelque chose qui a entraîné ces architectes. Hein. Oui. C'est fort, c'est très très fort. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que l'architecte, c'est celui qui, par sa conscience, est au service de la vérité? Est-ce que vous êtes au service de la vérité? Ou est-ce que vous participez à la vérité de J'essaye, mais je ne suis pas sûr qu'on y arrive à chaque fois. Hein. Oui, on essaie tous, c'est vrai qu'on essaie tous. Mais est-ce que votre conscience vous permet de... Est-ce que vous travaillez dans cet objectif-là? Inconsciemment, oui. Inconsciemment. Et qu'est-ce que la vérité pour vous? C'est le juste équilibre des choses, c'est le juste équilibre des ouvertures, des pleins, des vides, de la lumière, de l'espace, de la hauteur, des axes de symétrie. Oui. Quand vous déambulez dans un lieu, j'aime bien qu'il y ait une sorte de balance entre la droite et la gauche, qu'on sente qu'il y a un équilibre. Et quand vous regardez toutes les maisons classiques, que ce soit des maisons classiques romaines, que ce soit des maisons traditionnelles chinoises, que vous regardez des villas palladiennes, vous apercevez que la symétrie, c'est un des points les très très forts de l'architecture. Ah oui. Je vous écouterai pendant des heures. Beaucoup de mes confrères trouvent ringard, si vous voulez. Moi, j'adore. C'est bien, vous distinguez, vous êtes vous-même, et c'est merveilleux. L'interview va bientôt s'achever, malheureusement, je vous aurais écouté encore pendant plusieurs heures. Mais la dernière question que je voulais vous poser,
Elle est au service de tous les jeunes qui nous écoutent, qui viennent de passer, les jeunes et les étudiants qui viennent de passer des mois difficiles, comme beaucoup d'entre nous. Mais quel message aujourd'hui d'espérance vous pouvez leur offrir? Message d'espérance, il faut aimer et être passionné par ce que l'on fait. Que l'on soit réparateur de voitures, mécanicien, que l'on soit dessinateur, que l'on soit architecte, que l'on soit médecin. Si on fait les choses avec passion, on les fait bien et on est heureux de le faire avec passion. C'est formidable. Les amis, soyez aimés et soyez passionnés, comme vient de nous le dire et nous l'offrir notre ami Jean-Michel Wilmotte. Jean-Michel Wilmotte, un très grand merci pour ce moment architectural de pensée, de réflexion. Et permettez-moi de terminer par le grand philosophe Nietzsche. Une citation de Nietzsche dans son immense ouvrage Le crépuscule des idoles en 1888, voilà ce qu'il dit. L'architecte doit avoir en lui le grand acte de la volonté qui transporte les montagnes, l'ivresse de la volonté qui aspire l'art. L'édifice doit rendre manifeste la fierté, la victoire sur la pesanteur, la volonté de puissance. Et il termine, l'architecte est une sorte d'élégance de la puissance incarnée dans la forme. Jean-Michel Wilmotte, je crois que vous avez cette volonté et cette élégance que vous incarnez dans toutes vos constructions. Avec la dose d'inconscience qu'il faut avoir. Mais il y a une harmonie, un équilibre. Un très grand merci de m'avoir reçu. Merci pour votre humanité et merci pour l'amour de la forme, de l'espace, du lieu que vous venez de nous offrir. Un très grand merci. Merci.